À la mi-mars 2024, le groupe de frappe du Harry S. Truman opérait à environ 50 milles de la côte yéménite, maintenant un cordon défensif autour du porte-avions USS Harry S. Truman. Un officier marinier se rappela plus tard à quel point la surface de l'océan semblait trompeusement calme cet après-midi-là. Aucun signe apparent que l'histoire était en train de s'écrire. Cette formation, qui comprenait le croiseur USS Gettysburg et les destroyers USS Stout, USS Jason Dunham et USS The Sullivans, avait été déployée pour contrer la menace croissante posée par une faction régionale appelée les Houthis. Les estimations des services de renseignement indiquaient que ce groupe possédait un arsenal de missiles en développement, peut-être fourni ou modifié par des sources extérieures, mais personne au sein du groupe de frappe ne s'attendait à la salve qui allait survenir le 15 mars. Ce samedi soir, vers 18h, les centres d'information de combat à bord de l'USS Gettysburg et de l'USS Stout détectèrent plusieurs contacts rapides sur leur radar SPI, confirmant qu'une offensive massive de missiles était en cours. Cela devint une entrée marquante dans les registres navals américains, car ces navires résistèrent à ce que beaucoup décrivirent comme le plus grand affrontement naval américain depuis la Seconde Guerre mondiale. Rétrospectivement, certains remarquèrent que le manque relatif de couverture médiatique au départ dissimulait l'ampleur réelle de l'affrontement. Une fois que les radars confirmèrent l'approche de missiles, les équipages passèrent en alerte générale. Le système de combat Aegis de chaque navire de guerre était conçu pour détecter et engager un large éventail de menaces. Ce soir-là, les Houthis lancèrent 2 catégories de missiles depuis la côte. Le AIF, une arme anti-navire supersonique inspirée du Fateh 313 iranien, et une série de missiles de croisière Al-Mandab, 2 équipés de capteurs semi-actifs et dotés d'une portée estimée à 300 km. Un jeune technicien radar à bord de l'USS Gettysburg se souvient que son cœur battait à chaque nouveau contact apparaissant sur son écran. Le AIF était particulièrement alarmant en raison de sa vitesse Mach 3 et de sa trajectoire terminale rasante, qui réduisait parfois le temps de réponse à quelques secondes une fois le missile descendu à très basse altitude. L'Al-Mandab 2, bien que moins rapide, représentait toujours un danger majeur. Un seul impact pouvait endommager gravement le pont d'hélicoptère d'un navire, ses radars ou ses compartiments vitaux. Au début de l'engagement, 2 missiles AIF de type balistique approchèrent en premier, ce qui entraîna la décision, à bord de l'USS Gettysburg, de tirer 3 missiles intercepteurs SM-6. Lancés à haute vitesse et équipés de capteurs actifs capables de localiser une cible après lancement, les SM-6 interceptèrent et détruisirent les 2 menaces avant qu'elles ne mettent en péril le reste de la formation. À ce moment-là, le commandant et le commandant en second du Gettysburg étaient en communication directe avec le centre de commandement tactique du Truman, soulignant que les décisions d'engagement devaient être coordonnées à travers tout le groupe de frappe. Pendant ce temps, les Houthis lancèrent aussi plusieurs salves de missiles de croisière Al-Mandab 2. Bien que le nombre réel varie entre 4 et 16, il est certain que ces missiles arrivèrent en vagues groupées destinées à submerger les défenses en couches de la force. Chaque croiseur et destroyer ne possédait qu'un nombre limité de cellules de lancement verticales contenant des intercepteurs anti-aériens, donc le risque de saturation était réel. En espaçant les navires d'environ 20 milles, le groupe de frappe maximisa la couverture radar et la Cooperative Engagement Capability, CEC, fusionna les images radar individuelles. Un officier de passerelle déclara plus tard qu'on avait l'impression que chaque radar voyait avec 20 yeux au lieu de 2. Cette fusion permit à chaque navire de recevoir des données en temps réel, évitant la duplication des tirs défensifs et offrant une vision unifiée de l'espace aérien. Les opérateurs suivirent le principe « tirer, regarder, tirer », lançant 2 intercepteurs par groupe de menaces, suivi d'une vérification radar pour confirmer la destruction des débris restants. Si une seconde signature ou une traînée persistante montrait encore une vitesse ou une direction menaçante, des intercepteurs supplémentaires étaient tirés pour assurer une neutralisation complète. Notamment,
Certains jeunes officiers n'avaient jamais vu une salve aussi massive activée en temps réel, soulignant le choc ressenti à mesure que vague après vague illuminait les écrans radars. La gestion de l'inventaire devint cruciale, car chaque destroyer de classe Arleigh Burke transportait 96 cellules de lancement vertical, généralement réparties entre des intercepteurs SM-2 ou SM-6, des Tomahawk pour les cibles terrestres et des armes anti-sous-marines. Il n'existait aucun moyen de recharger ces cellules en mer, donc les commandants devaient conserver suffisamment d'intercepteurs en cas d'attaque future. Le SM-6, doté d'une portée étendue et d'un système de guidage autonome, se montra efficace contre les missiles balistiques rapides de type AIF. Le SM-2, plus ancien, qui dépendait d'un illuminateur Mark 99 pour le guidage final, fut suffisant pour gérer les missiles de croisière Al-Mandab II. L'illuminateur avait pour rôle de peindre chaque cible avec un faisceau radar étroit, permettant aux chercheurs du SM-2 de suivre le reflet. Ce processus se répétait pour chaque salve entrante dans une coordination précise des signaux, garantissant que les missiles soient interceptés avant d'atteindre la coque d'un navire américain. En arrière-plan, de nombreux vigies étaient bien conscients du risque qu'un lancement coordonné mélangeant plusieurs profils de missiles oblige le groupe à épuiser rapidement ses intercepteurs. Malgré cela, certaines menaces Al-Mandab II pénétrèrent dans le périmètre à courte portée. L'USS Stout, étant plus proche de la côte, affronta plusieurs missiles entrants arrivant trop rapidement pour permettre l'usage pratique de plus de SM-2. Afin de préserver une partie de ses missiles standards en cas d'une autre vague, le navire passa à son système d'armes de proximité, CIWS, un canon Gatling de 20 mm, capable de tirer plus de 4000 projectiles par minute. Un radar interne guidait l'arme, lui permettant d'abattre des objets à haute vitesse dans un rayon d'environ 1 ou 2 milles. Dans les minutes qui suivirent, des rafales du CIWS avant du Stout détruisirent plusieurs missiles entrants. Cependant, le tambour de munitions de l'arme s'épuisa rapidement, illustrant à quelle vitesse un CIWS peut vider ses munitions en combat réel. Un artificier raconta que le rugissement du CIWS était si intense que ses oreilles bourdonnaient longtemps après que le tambour se soit vidé. Des procédures de rechargement rapide existaient, mais exigeaient une accalmie dans l'action, obligeant l'équipage à calculer soigneusement le moment afin d'éviter les vulnérabilités. Comme le CIWS avant n'avait plus de munitions et que toute nouvelle menace aurait moins d'opposition, l'équipage eut recours aux lanceurs MK-36S RBOC qui dispersent des leurres, chaff. Lorsqu'elles sont déployées correctement, ces grandes cartouches répandent des nuages de matériaux réfléchissants au radar sur la trajectoire d'un missile entrant, trompant son système de guidage pour qu'il verrouille sur le leurre au lieu du navire. Au moins une trajectoire, peut-être un missile actif ou un fragment important, fut dévié après être entré dans le nuage de chaff, tombant sans danger dans la mer. L'effet net fut qu'aucun impact direct ne fut enregistré sur le Stout, ni sur le reste du groupe de frappe. Les vérifications de contrôle des dommages après l'affrontement ne révélèrent aucune pénétration de coque ni dommages structurels. Les nouvelles de ces succès défensifs, en particulier de la part des équipages ayant affronté les missiles de front, se propagèrent rapidement dans toute la formation, renforçant le moral général malgré l'incertitude persistante. Le soulagement d'avoir évité pertes humaines et dommages physiques fut tempéré par le fait que de nombreux intercepteurs SM avaient été utilisés et que le CIWS avant d'un navire était vide. Personne dans la formation ne pouvait être complètement certain que les Houthis avaient terminé. L'expérience montrait que des stocks pouvaient être dissimulés le long du littoral yéménite, donc la préparation opérationnelle resta élevée. Chaque commandant vérifia de nouveau les systèmes, rechargea les armes à courte portée dans la mesure du possible et examina les illuminateurs Mark 99 à la recherche de signes de fatigue ou de désalignement. Les officiers du renseignement étudièrent de près les trajectoires des missiles balistiques de type AIF, notant exactement à quel moment ils descendaient à une altitude rasante.
L'objectif était de comprendre les techniques de lancement des Houthis et de se préparer à une nouvelle salve. Certains officiers spéculèrent que s'ils avaient retardé l'interception ne serait-ce que de quelques secondes, les menaces supersoniques auraient pu être trop proches pour réagir à temps. Les officiers consolidèrent ensuite les données d'interception de plusieurs navires, intégrant les journaux radars et les captures de capteurs. Les arcs balistiques des missiles AIF révélèrent un schéma adapté du Fateh 313. Le succès des interceptions SM-6 valida l'investissement de la marine dans des missiles de défense à longue portée avec chercheurs actifs, mais le nombre élevé de lancements Al-Mandab 2 souligna la menace posée par des missiles subsoniques ou supersoniques lents, arrivant en grand nombre. Si davantage avaient franchi les défenses, ils auraient pu épuiser les stocks de lancement vertical de tous les navires impliqués. Ces résultats confirmèrent que, malgré la couverture radar avancée et les solutions de tir intégrées, la quantité de menaces qu'un attaquant peut déployer joue un rôle central dans la capacité d'un seul navire, ou même d'un groupe entier, à résister. Il y eut également des discussions parmi le personnel sur l'impact psychologique de ces affrontements, l'arrivée en essaim de projectiles plus petits, créant un sentiment constant de danger. Stratégiquement, les événements de cette nuit soulignèrent comment des factions régionales comme les Houthis sont désormais capables de menacer les opérations maritimes avec des missiles acquis ou modifiés clandestinement. L'affrontement exposa la dépendance de la marine à une défense en couche, interception à longue portée avec les SM-6, engagement à moyenne portée avec les SM-2 et illumination Mark 99, couche finale reposant sur le CIWS ou d'autres systèmes de proximité. Il fut également réaffirmé que chaque étape devait fonctionner sans faille, car un missile partiellement endommagé ou négligé pouvait encore causer des dégâts importants en phase terminale. La synergie du Cooperative Engagement Capability, CEC, empêcha les navires de viser les mêmes missiles de façon redondante ou de perdre la trace d'une nouvelle salve. Dans un réseau intégré unique, toute la formation conserva un suivi continu des menaces depuis leur départ du rivage jusqu'à leur destruction ou leur fragmentation. Un officier des communications supérieures compara le CEC à tout le monde suivant le même battement de cœur, un niveau de coordination qu'il n'avait vu auparavant que dans des simulations. Ce degré d'interconnexion avait été testé lors d'exercices, mais jamais sous une telle pluie réelle de têtes nucléaires entrantes. Après l'engagement, des débriefings formels examinèrent la rapidité avec laquelle Aegis recommandait les tirs, l'efficacité avec laquelle chaque illuminateur ciblait ses objectifs, et quel protocole avait permis au groupe de conserver certains de ses intercepteurs pour l'avenir. Les illuminateurs Mark 99 furent inspectés individuellement, de même que les performances des liaisons de données de chaque navire, pour s'assurer que les transmissions s'effectuaient sans latence pouvant gêner l'interception. Comme certains fragments étaient tombés relativement près de certains navires, ils examinèrent aussi la possibilité qu'une vague encore plus importante puisse saturer la zone d'interception si elle se répétait rapidement. Ainsi, ils recalculèrent exactement combien de missiles de la série SM restaient disponibles. L'objectif était double, maintenir la pression dans la zone opérationnelle, tout en s'assurant d'avoir assez d'intercepteurs pour faire face à une nouvelle salve. En arrière-plan, certains membres de l'équipage se demandaient discrètement si les Houthis possédaient encore des variantes non divulguées ou des missiles expérimentaux qui pourraient émerger lors d'une future attaque. En dehors des cercles militaires, l'affrontement attira rapidement l'attention lorsqu'il devint évident que, par le volume, il dépassait tout échange de missiles navals américains en mémoire récente. Bien qu'il ne se soit pas agi d'une bataille de plusieurs jours avec des cuirassés et des sorties aériennes, cela mit en lumière la réalité selon laquelle les conflits modernes se manifestent souvent sous forme d'engagement de missiles rapides ne durant que quelques minutes, où les technologies avancées de radar et de contrôle de tir déterminent les résultats. Les commentateurs notèrent que des factions plus petites, possédant des armes de type balistique, peuvent encore obliger un groupe de porte-avions bien entraînés et bien équipés à dépenser d'importantes ressources. Sur le plan technique,
Cet engagement souleva des discussions sur la viabilité d'une dépendance continue aux missiles intercepteurs coûteux, ou si des solutions émergentes comme les armes à énergie dirigée devaient être davantage priorisées pour contrer les grandes salves. Les analystes de la défense comparèrent souvent le coût par tir des intercepteurs de la série SM avec celui de missiles balistiques ou de croisières moins chères, soulignant le coût croissant de la défense en couche. Du point de vue des Houthis, le lancement représentait à la fois une tentative de représailles, peut-être liée à des frappes antérieures du groupe Truman, et une démonstration de leur capacité à mener une réponse armée coordonnée. Bien qu'ils aient échoué à infliger un coup direct, ils réussirent à contraindre le groupe de frappe à utiliser des intercepteurs précieux et à renforcer le sentiment de vulnérabilité des Américains si près du rivage. Certains rapports de renseignement suggèrent que les Houthis avaient volontairement conservé ces missiles jusqu'à ce que l'occasion idéale se présente pour lancer plusieurs salves dans un laps de temps réduit, en espérant qu'au moins certaines puissent passer. Bien que cela ne se soit pas produit, cette tentative souligna une tendance plus large à adapter la technologie des missiles balistiques ou de croisière à la guerre littorale contre des unités navales de grande valeur. Lors de briefings de renseignement ultérieurs, il fut noté que le simple fait que les Houthis possédaient des missiles de type balistique signalait un problème de prolifération plus large dans la région. Dans les jours qui suivirent, des hélicoptères du groupe de frappe effectuèrent des vols de reconnaissance près du territoire yéménite à la recherche de signes supplémentaires de véhicules de lancement ou de caches de missiles dissimulés. Pendant ce temps, le porte-avions USS Harry S. Truman maintenait ses avions en alerte en vue d'éventuelles attaques de suivi, sachant que les schémas établis de succès partiel ou d'échec n'allaient pas nécessairement dicter le prochain mouvement des Houthis. La branche du renseignement s'intéressa de près au profil de vol des missiles AIF, analysant les manœuvres inattendues et confirmant l'ampleur de l'empreinte iranienne dans leur conception. Chaque donnée télémétrique collectée contribuait à affiner les stratégies plus larges de défense antimissiles balistiques au sein de la marine. Le moral demeura modérément élevé grâce au succès du groupe, mais une tension persistante subsistait. Personne ne savait à quel point l'arsenal caché des Houthis pouvait être étendu. D'un point de vue tactique à bord des navires, il y avait conscience qu'aucune mesure à elle seule n'avait empêché un impact destructeur. C'est la combinaison, interception à longue portée contre les missiles balistiques de type AIF, système d'interception à moyenne portée rigoureux pour les salves Al-Mandab 2, puis recours final au CIWS suivi de leur chaff. De plus, si les Houthis avaient lancé plusieurs vagues massives le même jour, il n'était pas certain que toutes auraient été interceptées sans épuiser les magasins. Les systèmes de lancement vertical, en particulier sur les destroyers, ne peuvent pas être rechargés en mer. Cette contrainte logistique fut soulignée à plusieurs reprises lors des briefings post-action et devint un sujet central dans les discussions sur les navires de ravitaillement, les ports disposant de capacités de rechargement et la faisabilité d'emporter une grande partie d'intercepteurs lorsqu'un groupe de frappe prévoit d'affronter des défis de missiles côtiers. Certains officiers suggérèrent même de faire tourner temporairement les navires hors de leur station pour recharger dans des ports alliés, bien que cela comportait ses propres risques si une attaque survenait alors qu'un ou plusieurs navires étaient absents. À un niveau stratégique supérieur, l'événement du 15 mars démontra comment une présence maritime au large d'une région politiquement instable peut évoluer en affrontements importants impliquant roquettes ou missiles avec très peu d'avertissement. La capacité des Houthis à combiner des salves balistiques avec plusieurs missiles de croisière réitéra que la défense doit être flexible. Des couches uniques d'interception ou des systèmes spécialisés ne peuvent pas gérer de manière fiable tous les aspects d'une attaque généralisée. Chaque technologie, des puissants radars SPI au guidage de mi-parcours avancé des missiles SM en passant par les contre-mesures externes, joua un rôle dans la protection des navires. En même temps, l'engagement offrit une vision claire du conflit naval moderne. Des rafales courtes et intenses, d'activités largement déterminées par qui peut détecter, tirer et recharger assez rapidement. Des forums consacrés à la logistique et aux tactiques navales
mentionnèrent cet incident comme un cas d'étude, prouvant que la guerre de missiles prolongée en mer est bel et bien possible, même si beaucoup d'affrontements précédents avaient été sporadiques. Certains experts soulignèrent également que, même si un ennemi ne possédait que d'anciens missiles de croisière, une tactique de salve bien utilisée pouvait rapidement devenir un problème. Lorsque la situation revint à un calme précaire, le groupe de frappe resta dans la région, conscient que tout relâchement de la posture pourrait inviter de nouvelles tentatives des Houthis. Les journaux post-affrontement furent analysés, en particulier les arcs balistiques provenant de cibles situées à l'intérieur des terres, au cas où le groupe déciderait de les éliminer par frappes aériennes. Certains planifièrent que si d'autres missiles balistiques ou à haute vitesse étaient détectés, les destroyers spécifiquement configurés pour la défense antimissile balistique pourraient changer de position pour intercepter plus tôt. L'expérience influença également la manière dont les chargements futurs furent planifiés pour les navires de classe Arleigh Burke, poussant certains officiers à plaider pour que plus de la moitié des cellules de lancement verticales soient consacrées aux intercepteurs défensifs dans les zones à haut risque. Cependant, cela souleva des inquiétudes quant à la limitation de la capacité offensive de chaque navire, un compromis que la marine continua d'examiner. Bien qu'une poignée de médias ait comparé l'incident à de grandes batailles navales historiques, le point principal était que, en termes de missiles lancés et interceptés, cela dépassait les incidents typiques de l'après-Seconde Guerre mondiale. Aucune confrontation de flotte à grande échelle ne fut nécessaire pour générer cette statistique. Juste une série de projectiles avancés sur une courte période et une interaction complexe entre radars et intercepteurs. Le succès de la marine américaine à repousser les salves sans subir de pertes ni de dommages majeurs valida son approche en couche, mais mit également en lumière la fragilité des stocks défensifs. Les planificateurs militaires reconnurent les possibilités. Si une nouvelle vague survenait après que de nombreux intercepteurs aient déjà été utilisés, les chances qu'un missile passe augmenteraient fortement. Ainsi, l'importance du réapprovisionnement, de la planification des charges et des systèmes avancés comme les armes à énergie dirigée fut de nouveau soulignée. Certaines évolutions d'entraînement ultérieures incorporèrent des scénarios dans lesquels les navires devaient économiser leurs intercepteurs tout en équilibrant plusieurs menaces entrantes potentielles. Ceux qui furent présents lors de l'engagement reconnurent les leçons tirées. Si un adversaire disposant d'un stock modéré de missiles balistiques et de croisières peut créer un moment de danger réel pour un groupe de porte-avions bien armés, alors l'environnement de menace globale devait être réévalué. Les programmes d'entraînement furent mis à jour, en tenant compte d'une répétition possible d'assauts simultanés balistiques et de croisières. Les officiers louèrent la coordination fluide rendue possible par la Cooperative Engagement Capability, notant qu'elle avait probablement évité la confusion et le gaspillage d'intercepteurs en permettant à chaque navire d'avoir une image dynamique des menaces entrantes. En effet, cette synergie signifiait que dès qu'un navire engageait un groupe de missiles, un autre pouvait concentrer ses efforts sur des menaces différentes. Cette synergie devait aussi être équilibrée avec la compréhension que chaque tir d'interception représentait un missile en moins dans le magasin du navire. Certains capitaines plus expérimentés commencèrent à plaider pour des conditions de préparation en binôme où un second, voire un troisième navire, prendrait en charge les tâches d'interception pendant que le premier rechargerait ses systèmes CIWS et se préparerait à la prochaine vague. Aucune autre salve de grande ampleur ne fut lancée cette nuit-là, mais les capacités des Houthis restèrent dans tous les esprits. Le groupe de porte-avions maintint un état de vigilance dans les jours qui suivirent, scrutant les signes d'une éventuelle remobilisation. Les conditions d'alerte Sword Point restèrent en vigueur, notamment après que les unités de renseignement eurent indiqué que d'autres poches de missiles balistiques pourraient encore être positionnées à l'intérieur des terres. Les avions du Truman effectuèrent des missions de surveillance aérienne, revenant parfois sans détecter d'activité suspecte. D'autres fois avec des images floues de mouvements qui pouvaient, ou non, être liés à des équipements de lancement. Ces facteurs poussèrent le groupe de frappe à adopter une posture défensive permanente,
tout en poursuivant ses autres missions, comme la sécurisation des voies maritimes ou la gestion des tâches régionales plus larges. Les navires logistiques, en particulier, durent coordonner avec le groupe afin d'assurer un ravitaillement en carburant et en fourniture sans interruption, soulignant à quel point la supériorité maritime doit aller de pair avec une autodéfense constante. Avec le temps, l'épisode du 15 mars devint un point de référence dans les discussions sur la manière dont des attaques de missiles avancés peuvent se dérouler contre des unités navales. La marine américaine s'y référa lorsqu'elle recommanda l'expansion des plateformes de défense antimissiles balistiques, un contrôle plus fin des chargements de cellules de lancement verticales et des améliorations continues des systèmes comme le SM-6 ou les intercepteurs de nouvelle génération. Des observateurs issus de marines alliées étudièrent comment l'architecture Aegis avait géré des dizaines de pistes simultanées, tirant la leçon qu'il était crucial que chaque composant matériel et logiciel fonctionne sans erreur. La nécessité d'un système de secours à courte portée, le CIWS, retrouva aussi toute son importance. Si un seul missile avait percé, le bilan serait passé d'un succès défensif à un désastre structurel majeur. Ainsi, les dernières mesures de protection, y compris les lance-leurres, furent appréciées pour leur capacité à préserver l'intégrité du navire dans les toutes dernières secondes d'un engagement. Pour de nombreux observateurs alliés, l'intersection des menaces balistiques et de croisière soulignait l'imprévisibilité de la guerre littorale moderne. Bien que de nombreux rapports officiels aient repris la formule « le plus grand engagement naval depuis la Seconde Guerre mondiale », la documentation à l'échelle des unités mettait en lumière un point plus précis. Les progrès de la technologie des missiles ont réduit l'écart entre une marine de grande puissance et une force plus modeste disposant de stocks suffisants. Avec les Houthis, amenant des missiles balistiques et de croisière à portée d'un groupe de porte-avions, la Navy se retrouva face à un scénario à la fois moderne dans son rythme et rappelant les anciennes confrontations navales où une seule frappe pouvait neutraliser un navire. Si l'assaut avait duré plus longtemps ou s'était répété, l'épuisement des intercepteurs américains aurait pu être le facteur décisif. Ainsi, les responsables de la défense en firent un exemple de ce qui pourrait survenir plus souvent dans les zones côtières ou littorales du monde entier, où des lanceurs terrestres peuvent se replier immédiatement après le tir. En fin de compte, cela devint une mise en garde, soulignant qu'aucun adversaire ne doit être sous-estimé uniquement en raison de sa taille. En définitive, le 15 mars 2024, les défenses du groupe de frappe Truman résistèrent à une attaque majeure. Chaque navire en sortit intact. Une part significative du stock d'intercepteurs fut utilisée, et ce fut en grande partie grâce à une combinaison d'entraînement rigoureux, de systèmes radars avancés et de planification intégrée qu'aucun missile ne parvint à toucher sa cible. Le fait que tout ait reposé sur une défense en couche souligne que la guerre navale moderne exige, à bien des égards, des décisions quasi instantanées et une chaîne d'approvisionnement continue en munitions défensives. Les Houthis n'atteignirent pas leur objectif présumé d'obtenir au moins une frappe, mais ils démontrèrent que la région abritait des caches assez puissantes pour forcer une force navale de premier plan à activer tous ses systèmes au maximum. Bien que la crise immédiate se soit atténuée, cette confrontation servit de rappel critique. Des groupes locaux, équipés de missiles modernes, peuvent provoquer des engagements d'une ampleur sérieuse ou menacer la capacité opérationnelle d'un groupe naval. Le Harry S. Truman et ses escortes poursuivirent leur mission, mais les événements de cette nuit restèrent un exemple marquant de la manière dont un adversaire déterminé peut utiliser des tactiques de missiles côtiers pour mettre sous pression même les formations les plus aguerries de la marine américaine. Et pour ceux qui montèrent la garde ce soir-là, le souvenir des écrans radars saturés de cibles et des décisions prises en une fraction de seconde continuerait de hanter les esprits longtemps après la fin de la vague de missiles.